Bonsoir, bienvenue à la librairie Mola pour la présentation du premier roman de Pascal de Vambrochy, L'Effacement, aux éditions Passiflore. Pascal, votre quatrième de couverture vous présente comme une femme libre, engagée, passionnée, volontaire. Donc c'est ce qu'on va essayer de vérifier avec vous pendant cette heure de rencontre. Vous avez un parcours relativement atypique. Vous êtes passé par Sciences Po, par l'enseignement, par l'industrie pharmaceutique, le tourisme viniviticole, plus récemment la radio et l'écriture notamment web avec un blog autour du cinéma. On a l'impression que toujours l'écriture vous taraudait et vous guettait jusqu'à L'Effacement, ce premier roman. On va rentrer progressivement dans l'histoire de Gilda, mais je crois qu'avant vous vouliez nous dire un petit mot. Oui, je voulais juste avant de commencer cet entretien vous dire que je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux ce soir et très émue bien sûr. Et je voulais bien sûr remercier la librairie Mola de m'accueillir de cette manière-là et de m'accompagner d'ailleurs depuis la sortie du roman de façon tout à fait efficace. Et puis je voulais aussi remercier beaucoup de personnes qui sont dans cette salle et à qui je vais demander d'ailleurs de se lever, c'est-à-dire Florence et Patricia. Si, levez-vous s'il vous plaît, allez. Voilà, tout simplement, Florence de Fos-Duro et Patricia Martinez sont mes éditrices. Et ce sont les deux premières femmes qui m'ont fait confiance, à qui j'ai envoyé le manuscrit et qui m'ont dit on veut vous rencontrer. Et sans elles, je ne serais pas là ce soir. Et L'Effacement n'aurait pas vu le jour. Et voilà, quand on publie son premier roman à mon âge avancé, je peux vous dire que c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, merci à elles deux et merci à vous tous. Maintenant, je veux bien répondre à toutes les questions. Alors, L'Effacement, c'est l'histoire de Gilda, une femme belle, intelligente, institutrice, directrice d'école, à qui tout semble sourire et qui fait le choix de sombrer dans la mélancolie. Comment est né ce personnage-là et pourquoi cette Gilda-là, à cette époque-là, comment est née cette envie de récit? Alors en fait ce personnage est que j'ai imaginé que vous pouviez me poser la question, donc j'ai réfléchi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait deux entrées. C'est-à-dire que lorsque j'étais enfant, il y a un certain temps, il y avait dans l'entourage d'une de mes grand-mères une dame que moi je trouvais très belle, qui portait, je me rappelle, un ruban noir avec un camée, et que tout le monde appelait Mademoiselle Gilda. En fait, je ne sais pas très bien qui c'était, cette femme, mais ce dont je me rappelle, c'est que la petite fille que j'étais comprenait très bien que Mademoiselle Gilda, c'était pas comme Madame Muntel, Madame Machin, Madame Truc, Madame... Voilà. Et que Mademoiselle Gilda, ça la mettait à part. Et vous voyez, ça a dû sacrément me marquer, puisque voilà. Mais ici, c'est pas du tout l'histoire de cette Mademoiselle Gilda que je raconte, puisque cette dame, je ne la connaissais pas. Et ensuite, il se trouve que quand j'ai arrêté mon activité professionnelle rémunérée, comme je dis, pour me consacrer à cette passion qui est l'écriture et qui m'habite depuis très 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 longtemps, un jour dans cet atelier d'écriture, j'ai écrit un texte qui lui-même était né d'une la vision d'un lac que j'avais eu. Et un jour, en me baladant dans mon ordinateur, j'ai retrouvé ce texte. Parce que je crois que c'est ça, l'écriture. On écrit beaucoup de choses, et puis on oublie ce qu'on a écrit. Et donc, j'ai retrouvé ce texte, et je me suis... Et il y avait un personnage de femme mélancolique, et j'ai tiré le fil. Et j'ai écrit 270 pages, comme ça, d'un trait. Alors, j'imagine qu'il y a des lecteurs de Gilda, enfin de L'Effacement, et d'autres qui ne connaissent pas encore ce roman. Si vous deviez en donner quelques clés de compréhension sans en dévoiler la fin, par exemple. Je dirais que c'est l'histoire d'une femme dans les années 50 et que cette femme va voir sa vie bouleversée par une rencontre, que cette rencontre va provoquer un événement encore plus bouleversant et que sa vie va en être profondément modifiée. Le cours de sa vie va en être profondément changé.
Donc cette rencontre, c'est une rencontre passionnelle, charnelle, on y reviendra tout à l'heure. Je voudrais qu'on aborde la construction de la narration, la construction de votre récit, qui commence plutôt de manière chorale. Au tout début du livre, on a 4 personnages qui sont introduits, qui prennent la parole ou que l'on voit vivre. Et plus on avance dans l'effacement du personnage principal, et plus paradoxalement elle devient omniprésente. Les voix autour d'elle disparaissent, et c'est uniquement sa voix qui domine le récit et qui donne encore plus de force à sa solitude. J'aimerais que vous nous décryptiez un petit peu la construction et comment vous en êtes arrivé à cette construction-là. Alors, comme j'ai dit à l'instant, j'ai d'abord écrit un énorme manuscrit. Et dans ce manuscrit, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, on m'a dit, est-ce que vous faites des fiches sur vos personnages ? Alors j'ai dit non, en atelier d'écriture, on m'a appris à en faire, mais non, j'en fais pas. Et puis en fait, j'ai réalisé que la première version que j'avais écrite, c'était ça en fait. C'est-à-dire que je donnais énormément de détails. D'abord, c'était un récit avec un narrateur omniscient. Et je décrivais absolument tout, la couleur des murs, la forme de la table, la façon dont le verre était rempli, etc. etc. Et en fait, ce manuscrit, il est resté dans un tiroir, et puis il est ressorti, parce qu'on m'avait dit que c'était trop, c'est pas assez moderne. Et donc j'ai beaucoup tourné autour, et puis je l'ai repris, et je l'ai ouvert à nouveau. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais il faut, et il y a quelqu'un ici dans cette salle qui se reconnaîtra, qui est écrivain, et qui m'a dit, il faut que tu fasses parler ton personnage à la première personne. Et j'ai écouté cette personne, j'ai écouté cette voix, enfin en tout cas, je l'avais écoutée plusieurs, peut-être même années auparavant, mais cette fois-là, je l'ai entendue. Et à partir du moment où j'ai dit « je », c'est devenu évident. Donc à partir de là, effectivement, c'est vraiment Gilda qui m'a guidée, pour répondre très précisément à votre question. C'est Gilda qui m'a guidée, c'est elle qui m'a amenée là où elle était. Et effectivement, au début, elle se raconte, et donc elle parle effectivement des gens qui sont autour d'elle, et puis cette espèce de mélancolie, mais vous l'avez très bien dit, je ne peux pas le dire mieux, la saisie, elle se soumet à elle se soumet à son chagrin. Et donc, à ce moment-là, il n'existe plus qu'elle. Et donc, effectivement, elle est dans cette... Plus j'écrivais, plus je me rendais compte que c'était elle qui devenait comme un fil. Voilà, et qu'elle était de plus en plus droite. Mais, je ne vais pas dire desséchée, parce que ça ne serait pas beau, mais prise dans ce chagrin. Ce qui est frappant aussi à la lecture de votre roman, c'est la construction très fragmentée, des chapitres extrêmement brefs, un style nerveux, rythmé, une écriture extrêmement précise. À cet égard, je trouve la première page particulièrement intéressante, et je vous invite à la lire pour nous faire pénétrer dans l'univers de Gilda. Je m'appelle Gilda Morel, Mademoiselle Gilda pour certains. Des yeux verts, des cheveux bruns bouclés, le sein rond, un peu lourd, plutôt grande pour notre époque, des atouts pour plaire, et je plais, aux hommes surtout, mariés. Ce sont mes fesses qu'ils regardent. Je les croise, ils soulèvent leur chapeau, et je sens leur regard aller de mes chevilles à mes hanches. Je feins de ne rien remarquer. Je suis institutrice à Saint-Mond-des-Pyrénées, directrice l'année prochaine si j'en crois la rumeur. Aujourd'hui, c'est la kermesse annuelle. Tout est prêt. Estrade et guirlandes, papier crépon et fanfares, inspecteurs d'académies et notables. Tous là, élèves coiffés et parfumés d'eau de Cologne, table dressée, tout est dit. Je suis vide de mots. Nous sommes le lundi 29 juin 1952. J'aurai 36 ans dans quelques jours. Je suis seule et j'ai raté ma vie. Le ton est donné, tout de suite avec ce premier court chapitre. Au fil de l'apparition des différents personnages, on se rend compte que vous n'êtes jamais complaisante avec aucun de vos personnages, notamment les hommes. Alors, je sais qu'un journaliste recommande la lecture de l'effacement aux hommes parce que ça pourrait leur apprendre quelque chose du mystère des femmes. Mais en tous les cas, les hommes
sont soit morts, c'est notamment le père adulé, le père de Gilda, mais qui est décédé. Donc elle en parle comme une petite fille qui évoque les souvenirs d'enfance. Les hommes sont impuissants. Le petit Georges, un petit garçon qui aime profondément son institutrice et qui la voit dépérir et ne peut rien faire. Charles, qui épousera Gilda au fil des pages, qui lui-même est impuissant et ne peut rien faire. Louis, l'amant... Pas tous sexuellement. Hein. Louis, c'est l'amant tout-puissant, mais il est hâbleur, il est superficiel. Enfin, vous le décrivez quand même de manière... Peu positive. Et puis la plupart des hommes, quand ils ne sont pas là, ils sont à la guerre et finissent généralement en charpie ou reviennent quand même très, très, très abîmés. Alors pourquoi ce traitement réservé aux hommes ? Alors d'abord, si les hommes sont à la guerre, c'est parce que c'est une période où il y avait la guerre. Il y avait les guerres. Donc moi, ça, je ne suis pour rien. Je n'ai fait que suivre l'époque. Je n'ai pas eu le sentiment de... Moi, je les aime, ces hommes. Enfin, moi, en tant qu'auteur, je les aime beaucoup. J'ai beaucoup de... C'est Christine Angot qui disait la semaine dernière, même mes personnages qui ne sont pas aimables, je les aime tous, mes personnages. Ça, moi, je peux vraiment dire la même chose. Je les aime tous profondément. Et je crois qu'ils sont, eux aussi, comme les femmes de cette époque-là, je crois qu'ils sont dans une époque et qu'ils sont, comme tout le monde, porteurs de leur époque, mais aussi victimes de leur époque, victimes de la guerre, parce qu'on ne leur donnait pas le choix, hein, ils y allaient. Voilà, effectivement, le père de Gilda est visiblement décédé quand elle était assez jeune. Oui, mais Charles est un personnage magnifique quand même. C'est un homme magnifique. Je vous trouve très sévère. Voilà, non, magnifique, mais dans l'incapacité, dans la générosité, dans le don de lui-même, mais dans l'incapacité à aider Gilda à sortir de sa souffrance. Oui, mais personne ne peut aider Gilda. Personne ne peut aider Gilda. Gilda, elle est... Voilà, et Gilda, effectivement, elle souffre, elle est dans son chagrin, elle est dans sa mélancolie et voilà. Pour revenir sur la question du chagrin et de la mélancolie, vous citez Céline en ouverture de votre roman. C'est peut-être ça qu'on cherche à travers la vie, rien que cela, le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir. Pourquoi le choix de cette citation-là en ouverture et ensuite, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait où on sent cette souffrance, cette mélancolie. Alors, pourquoi cette phrase ? Parce que dans mon bureau, j'ai beaucoup de livres. Et tous les jours, j'en prends toujours un ou plusieurs, d'ailleurs parfois. Puis comme ça, j'ouvre au hasard, je lis une phrase. Et un jour, j'ai ouvert le Voyage au bout de la nuit. Et j'ai lu cette phrase de Céline. Et pour moi, mais c'était évident que c'était Gilda. Il était évident qu'elle cherchait peut-être le plus grand chagrin possible pour devenir elle-même avant de mourir. Et c'est pour ça que finalement, je pense que Gilda n'a pas raté sa vie. Parce qu'au fond, elle est devenue ce qu'elle voulait être. Sur sa manière de vivre... la mélancolie et l'isolement, est-ce que vous accepteriez de nous lire le court chapitre, page 199 ? Mais certainement. Alors c'est très intéressant parce que pardon, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ce fragment que je vais lire là maintenant est vraiment issu du texte que j'avais retrouvé dans mon ordinateur. Alors, je l'ai transformé, mais il était dans... Enfin, l'idée qui est développée ici était dans ce texte-là. Le temps passe. En juillet dernier, tu as eu 6 ans. Sortir de ma chambre est devenu si difficile. Malgré les exhortations douces de Madame Martinez, malgré les pas derrière ma porte. Parfois, mue par un irrépressible élan, j'apparais à l'entrée du salon. Tu te lèves d'un bond, petit animal intrépide. Dans tes yeux brille une indicible joie qui ne m'échappe pas. Tu n'oses te précipiter dans mes bras.
Tu es joyeuse et apeurée. Je ne parviens pas à te rassurer. Charles ne sait alors que faire pour me faire plaisir. Il m'emmène au concert, dans les magasins. Et si j'achète une robe, elle rejoint dans l'armoire toutes celles que je n'ai jamais portées. Pendant quelques jours, quelques semaines, nous nous donnons tous trois l'illusion d'un possible retour. Nous accomplissons des gestes normaux dans une vie qui ne l'est pas. Mais un matin, tu retrouves ma porte fermée. Toute force m'a abandonnée. Assise dans mon fauteuil, face à la fenêtre, je regarde les saisons changer. Ni le renouveau du printemps, ni les tourbillons de l'automne ou la première neige ne m'émeuvent plus. Je n'aime plus l'été, trop lumineux. Mes nuits sont toujours pareilles, longues et sans sommeil. Parfois, je découvre sur le dos de mes mains posées à plat sur mes genoux des larmes que je n'ai pas senties couler. Je suis injuste, je vous dois tout, mais il n'est rien de votre amour que j'arrive à retenir. Alors, à travers cet extrait, on sent évidemment la souffrance du personnage de Gilda. Dans le roman, il y a des moments plus solaires, évidemment, et notamment autour d'une sexualité assez forte. Gilda a un éveil finalement assez tardif à la sexualité. C'est un moment de votre roman où elle explique qu'à un peu plus de 30 ans, elle a rencontré elle a eu sa première expérience qui a été très, très fortement érotique. Et ensuite, quand elle rencontre Louis, on est aussi sur non pas du sentiment. Alors ça, c'est ce qui est frappant, c'est qu'à un moment donné, on a le sentiment que c'est un roman sans amour, mais que c'est un roman avec du sexe, avec de l'érotisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'en pense que il y a une personne dont le mari a lu le roman. Je ne pensais pas que ce monsieur lirait mon roman, donc ça m'a. Et il a dit à son épouse, puis tu sais, c'est bien parce que c'est érotique. Et moi, ça m'a fait très très plaisir parce que je ne pensais pas que c'était un des aspects du roman qui allait apparaître le plus. Et venant de ce monsieur, j'ai trouvé que c'était intéressant qu'un lecteur masculin dise ça, puisque je suis une auteure. Et effectivement, alors, c'est l'époque aussi qui veut ça. Hein. Gilda, la sexualité à cette époque-là, alors peut-être qu'elle avait eu quelque chose avant, c'est pas totalement impossible, mais là, effectivement, cette rencontre avec ce premier amant est importante et va probablement ouvrir une porte, c'est sûr, puisque ça va déclencher un rêve et que le rêve, c'est l'inconscient, etc. Ce qui est un truisme, quand même, de dire ça. Mais, et ensuite, moi, je vous trouve sévère, hein, parce qu'il n'y a pas d'amour. Si, moi, je trouve qu'il y en a. Il y en a, mais effectivement, la rencontre avec Louis, c'est effectivement une rencontre extrêmement, érotique. C'est vrai que la dimension sexuelle de la relation avec Louis est très très importante. Oui. Mais je crois que peut-être ce que je voulais montrer, c'est que cette femme, effectivement, elle n'est pas dans la vie. Elle est dans la vie, elle est simplement dans son époque. Elle est mademoiselle Gilda, elle est institutrice à Saint-Mond-des-Pyrénées. C'est une notable dans le bourg à Saint-Mond. Et puis voilà, si le mot n'était pas gravement connoté, j'emploierais un mot à la mode, je dirais c'est un tsunami. J'y mets des guillemets, beaucoup de réserves, parce que je trouve ça affreux. C'est une très mauvaise idée de faire cette comparaison. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est quelque chose d'une violence inouïe, quoi. Et elle est transportée, transbahutée. Vous avez des mots très forts hein, sur la première rencontre de Gilda avec son premier amant, donc qui n'est pas Louis, mais j'aimerais bien que vous nous fassiez entendre ces mots. Un peu d'érotisme, page 21. Page 21. C'était il y a 2 ans, au mariage d'Anne-Marie et Bernard. Une histoire banale, comme il s'en produit à tous les mariages, j'imagine. Le frère de Bernard, je ne sais pas bien comment c'est arrivé. Il a glissé dans la conversation qu'il repartait le lendemain. Ça m'a rassurée. Il m'a embrassée, contre l'arbre. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas voulu dire non. Je sentais l'écorce dans mon dos. C'était étrange.
J'ai aimé tout de suite sa main sous ma robe. Il a écarté mes cuisses. Cela m'a fait un peu mal. Il m'a demandé d'ouvrir les yeux. Je les ai fermés. Il est venu le soir à l'hôtel. C'était plus doux, plus silencieux aussi. Il aurait voulu rester, je crois, dormir avec moi, sans doute. Au petit déjeuner, Anne-Marie m'a souri. J'ai tourné la tête. Il était déjà parti. C'était mieux ainsi. Le rêve est apparu peu de temps après. Dans une cave humide et froide, mon corps nu se couvre d'une fourrure épaisse. Des mamelles nouvelles tendent ma peau. Des frissons parcourent mon dos. Je m'étends dans la sciure. J'attends. Des mâles arrivent, me tournent autour, hésitants. Ils me veulent et me craignent à la fois. Je les attire et les repousse. Je leur montre mes reins et les éloigne d'un coup de patte. Le premier qui me prend maintient les autres à distance. Ceux qui restent se battent, feulent, exigent leur tour, réclament leur dû. L'un d'eux ose s'aventurer et lécher mon corps malgré les coups de griffe. Tous les autres s'enhardissent, s'approchent. Rien ne les arrête plus. Ils ont compris que je suis leur putain. Consentante. C'est moi et c'est une autre. C'est toujours le moment où je m'éveille. Mon corps apaisé, repu et couvert de sueur ne tremble plus. Et puis un jour, la lettre d'Anne-Marie. Bernard est parti pour le nord de la France, où son frère vient de se tuer dans un accident de voiture. La mort donne une réponse définitive à la question que je me suis parfois posée. Sans être sûre de le désirer, est-ce que je dois chercher à revoir mon premier amant ? Le rêve a cessé du jour au lendemain, mais je sais le convoquer quand il m'est nécessaire. Alors là, vous nous entrouvrez la porte des rêves. C'est une dimension aussi très présente dans votre roman. Oui, parce que je pense que Gilda est une femme qui vit seule. Elle est seule, elle n'a pas beaucoup d'amis. Elle fréquente le notaire, le receveur de la poste, la boulangère, etc. C'est une femme on la voit d'ailleurs dans le roman. Hein. Elle écoute la radio, il n'y a pas la télé. Elle n'a pas Facebook. Ni Twitter. Ou d'autres réseaux sociaux, mais que je ne connais pas. Et elle lit énormément. Et voilà, elle est dans cette forme de solitude. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas de place pour l'imagination. Et l'imagination conduit au rêve, et le rêve conduit à l'érotisme, quand on veut bien regarder ses rêves en face. Ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, absolument. Je voulais revenir sur à la fois ses rêves, son inconscient qui parle, ses fantasmes, la réalité de sa relation forte avec le jeune Louis, et le mettre en perspective par rapport à la société de l'époque, pétrie de convenances. Comment vous avez imaginé, d'un point de vue de la dramaturgie de votre roman, cette tension entre une société totalement verrouillée et Gilda qui ne demande qu'à respirer? Je ne sais pas si Gilda sait qu'elle ne demande qu'à respirer. Je crois que c'est au fur et à mesure qu'elle respire, au fur et à mesure qu'elle est confrontée à cet amour absolument gigantesque, qu'elle se rend compte en fait que ses poumons étaient fermés probablement et qu'elle a envie de respirer. Je crois que cette époque-là, enfin moi j'étais petite fille, mais je disais dans un précédent entretien que moi je suis vraiment pas étonnée que mai 68 soit arrivé, quoi, parce qu'il fallait que ça explose. C'était vraiment une société qui effectivement était très verrouillée. Il fallait se taire, on se taisait à table, il fallait les enfants, il fallait pas parler. Vous savez, on ouvrait les rideaux comme ça. Il y avait toujours quelqu'un derrière un rideau pour regarder quelqu'un passer dans la rue, remarquer que sa jupe était plus courte ou que qu'elle était toute seule, ou qu'elle portait une nouvelle robe, ou on parlait à mots feutrés de telle personne qui peut-être, c'était pas très clair, dont le mari n'était pas rentré à l'heure habituelle. Enfin, on sentait comme ça des tas de choses, mais on était beaucoup dans un non-dit, moi, j'ai le souvenir d'une période très, très verrouillée, très fermée. Et je crois que c'est... Je voudrais quand même dire que je me suis aussi laissée un peu emporter par cette histoire. Hein. Je ne voudrais pas que vous pensiez que j'ai tout maîtrisé.
j'ai maîtrisé mes personnages, j'ai maîtrisé mon écriture, j'ai maîtrisé les mots que j'ai voulu employer, mais je me suis aussi fait emporter parfois par le personnage, par la situation. Par exemple, il y a un personnage que j'ai beaucoup rétréci, j'ai envie de dire, mais qui était assez présent, parce que très symptomatique pour moi et très symbolique de cette période-là, c'est la boulangère, Madame Perregaux. D'ailleurs, je l'ai appelée Madame Perregaux, parce que Madame Perregaux, elle est péremptoire. Et je trouvais que ça allait très bien. C'est ce nom, je l'ai inventé, mais il m'est venu, mais comme ça, tout de suite. C'était évident. Et donc, Madame Perregaux, elle est très représentante, très symbolique de cette période-là. C'est-à-dire que c'est elle qui est dans sa boulangerie. Vous imaginez, elle voit passer tout le village, elle sait tout ce qui se passe, elle est au courant de tout. Voilà, c'était... Il me semble qu'aujourd'hui, on est quand même... Enfin, je veux croire. Je pense qu'aujourd'hui, j'écrirais pas ça comme ça, quoi. Il y a deux autres personnages très forts qui sont à cheval sur les convenances et qui incarnent un peu cette société verrouillée. C'est la propre mère de Gilda, qui semble venir d'un milieu plutôt modeste, et puis le couple et notamment la mère de Charles. Et alors moi, il y a un passage que j'adore, c'est le dîner. Je sens que je vais le lire. Le dîner, je la fais lire un petit peu. Le dîner de famille chez Charles. Je le lis Page maintenant. 181. Je le lis maintenant. Si vous le souhaitez. Alors, de la mère de Charles, jamais je ne saurai rien. Rien de ce qui se cache derrière le masque lisse de la condescendance. Le sourire, le sourcil à peine levé, le propos mesuré, la diction maîtrisée, le geste calculé. Une femme qui ne donne rien d'elle-même. Une femme si entourée qu'elle ne sait reconnaître sa solitude. Elle trône au milieu de son salon, raide, habituée à être obéie sans contestation. Elle est écoutée et se croit entendue. Elle règne sur un royaume dont les sujets lui échappent. Du bout des lèvres, elle a embrassé Charles. Elle l'appelle « mon enfant ». Dans sa bouche, c'est un seul mot, « mon enfant ». Une locution vidée de sens, une onomatopée. Elle en utilise une autre quand elle s'adresse à son mari. « Mon ami ». Liaison bien faite, appuyée. Volubile, le père de Charles est lui habitué à être écouté et entendu. Il pose 1000 questions dont il n'attend pas les réponses. On ne s'intéresse pas à moi. Quand arrive le frère de Charles, retenu à la banque paternelle, sa femme et leurs 3 enfants, on passe à table. Quand on me regarde, on me sourit. On ne m'adresse que peu la parole. Je ne la réclame pas. Charles ne me quitte pas des yeux. Assise à la droite de son père, je le rassure d'un signe de tête. Tout va bien. Je ne me sens pas si mal. On parle politique, on parle banque, on parle Algérie. D'un film qui sort pour Noël, Ali Baba et les 40 voleurs avec Fernandel. Vous nous emmènerez, bonne maman ? Dans le cliquetis des fourchettes en argent, sur la porcelaine fine, la voix fluette d'un neveu de Charles, œil pétillant sous la mèche blonde bien lissée. Depuis quand les enfants s'expriment-ils à table ? Sous la frange, le nez sage repique dans l'assiette, rosissement des pommettes. Le frère de Charles raconte son projet d'acquisition d'un chalet en montagne. Pas les Pyrénées, les Alpes bien sûr. Au dessert, Charles demande à son père à quelle heure il voudrait qu'il vienne à la banque le lendemain. Je n'entends pas la réponse. Un majordome annonce à madame que le café et les infusions sont servis au salon. On se lève. Déjà les domestiques s'affairent autour de la table, tout rangé, effacé, ne pas laisser de traces. Dans quelques minutes, tout sera en ordre. Il n'y paraîtra plus. J'aurai été une invitée parmi d'autres, dont Alphonse Dubois-Lambert fera répéter le prénom à sa femme, les rares fois où il m'évoquera. Heureusement, dans l'environnement de Gilda, il y a une solidarité, un soutien. Et c'est notamment auprès des femmes qu'elle trouve ce soutien. Alors je dirais que vous ne faites pas toujours la part belle aux hommes. En revanche, une constellation de personnages féminins bienveillants qui vont accompagner de manière extrêmement respectueuse Gilda dans les différentes étapes de son calvaire, de son effacement. Pardon de vous interrompre, mais en fait, en entendant votre question, je réalise que
aussi, si elle est si bien entourée de femmes, c'est aussi parce que dans cette époque-là, elle est une femme. C'est-à-dire que quand on est une femme, je pense, en 1952 et qu'on a 36 ans, on ne peut pas avoir d'amis hommes parce que la société ne l'aurait pas permis. Elle aurait été extrêmement critiquée par Madame Perregaux si elle avait eu des hommes pour amis en tant que femme. Donc je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles, mais comme c'est une femme admirable, ben, elle a de très bonnes amies. Alors parlez-nous un petit peu de cette constellation de femmes bienveillantes qui gravitent autour de Gilda. Comment sont-elles nées? Eh bien, il y a d'abord son amie Anne-Marie, qui est institutrice comme elle, et dont on peut imaginer qu'elle l'a connue pendant ses études, et donc elles sont restées extrêmement amies. Et puis c'est vraiment elle le pilier, Anne-Marie, et cette Anne-Marie-là va être toujours auprès de Gilda. Donc dans les moments difficiles de la vie de Gilda, elle va la soutenir, elle va l'aider, elle va la porter même. Et puis il se trouve que qu'Anne-Marie a une cousine qui est une religieuse. Alors ça, pour moi, c'est très intéressant que j'ai créé un personnage de religieux. Parce que bon, c'est pas tout à fait mon histoire, mais comme quoi on peut inventer. Et alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que j'ai fait de la radio. Ça donne une toute petite clé de mon écriture. Et il se trouve que j'ai fait de la radio pendant quelques années, une radio qui s'appelle RCF, et où je faisais partie de l'équipe culture, et voilà, je faisais des interviews donc d'équipe de cinéma et d'auteurs. Et cette radio, elle est à Saint-Genès, elle est rue Saint-Genès, et dans un endroit, je ne sais pas, c'est peut-être un ancien cloître, enfin en tout cas il y a un cloître à cet endroit-là. Et un jour, j'étais là, je sortais de la radio, j'ai levé le nez, j'ai levé 2 fois le nez pour mademoiselle Gilda, j'ai levé le nez et j'ai vu, autour de ce cloître, j'ai vu des fenêtres comme ça, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être des chambres où on accueillait des gens. Et voilà. Et le personnage de la religieuse est né là, et cette religieuse va aider Gilda. Une religieuse qui ne juge jamais, contrairement à la société dite civile. Voilà, et ça m'intéressait aussi, effectivement, que cette société civile, qui était extrêmement dans le jugement, oui, le jugement, je crois que c'est le mot le plus fort qu'on puisse utiliser, que ce soit cette femme religieuse qui, elle, justement, ne juge pas du tout, et soit simplement dans la main tendue. Tout simplement, avec beaucoup de... Oui, c'est un personnage très noble. Puis il y a Madame Martinez aussi. Voilà, j'allais y venir. Madame Martinez, la concierge, bienveillante, elle aussi. Oui, mais Madame Martinez, ce qu'elle a, c'est qu'elle... alors Madame Martinez, elle habite rue du Palais Gallien. C'est pareil. Un jour, j'arrivais de la rue Judaïque, j'ai levé le nez, j'ai vu un appartement, enfin une fenêtre, j'ai dit, tiens, quand elle sera à Bordeaux, Gilda va habiter là. Donc la 2e fois que je levais le nez. Et j'ai créé ce personnage parce que peut-être effectivement je voulais faire le pendant de cette société comme ça, dont nous ne cessons de le dire, très verrouillée, pour dire que en même temps ça n'était pas que ça, forcément. Il y avait aussi des gens qui... D'ailleurs, on est en 52, 53, 54, on n'est pas très très loin de la Deuxième Guerre. Et pendant la Deuxième Guerre, il y a aussi beaucoup de gens qui ont tendu la main. Il y a beaucoup de... Donc, elles sont un peu symboliques de cela. De ça. Vous avez beaucoup parlé de Bordeaux. Donc, votre roman se situe à Bordeaux dans les années 50 et puis déborde ensuite sur la fin. Pourquoi le choix de Bordeaux et de la région? Pourquoi pas? Mais en fait, je crois tout simplement parce que j'habite cette région depuis longtemps. Je pense que si j'habitais Lyon, Gilda serait à Lyon, ou si j'étais à Paris, elle serait à Paris. Je trouve que c'est une région qui est extrêmement romanesque. Alors,
J'ai inventé le village de Saint-Mond des Pyrénées. Ben, il paraît qu'il existe. Moi, j'ai même pas vérifié. Hein. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un Saint-Mond dans le Gers. Bon, voilà, c'est formidable. Le romanesque rejoint la réalité, la fiction rejoint la réalité. Je trouve ça extraordinaire. Et pourquoi avoir choisi spécifiquement cette époque-là ? Vous auriez pu situer votre roman avant-guerre, dans l'entre-deux-guerres, ou à d'autres moments pour évoquer des thématiques similaires ? Oui, c'est vrai. J'ai envie de dire, le premier texte que j'avais écrit, ce fameux texte dont on peut dire qu'est né le roman, le premier texte, il n'était pas situé à cette époque-là. D'abord, il était situé à aucune époque. C'était le texte. Par contre, je sais, sincèrement, je ne sais pas bien pourquoi, mais je crois que après, à contre-coup, avec le recul, je crois que j'ai vraiment voulu rendre hommage à ces femmes et aux femmes de cette époque-là. C'est écrit en 4e de couverture. Je ne me cache pas d'être féministe. Non seulement je ne m'en cache pas, mais je le revendique. Et dans les années 70, j'ai milité dans des mouvements féministes, le mouvement de Gisèle Halimi. Et je me rappelle de réunions où nous étions comme ça, des filles de 20 ans. On était après mai 68, on était dans une dynamique. Pour les gens qui ont vécu cette époque-là, c'était absolument extraordinaire. Et la parole des femmes se libérait beaucoup. Et j'ai entendu beaucoup de nombreuses filles dire: j'ai découvert que mon père n'est pas mon père. Ma mère m'a dit que finalement, il paraît que ma cousine... et puis j'en ai parlé à une amie, elle m'a dit qu'elle aussi, etc., etc. Et je me suis dit, toutes ces filles, elles ont des mères. Et qui sont ces mères ? Qu'est-ce qu'elles ont vécu ? Comment ça se fait, etc. Et finalement, je me rends compte que c'est une période et un moment comme ça dans l'histoire des femmes qui m'a beaucoup marquée. Et c'est pour ça que ce roman que j'ai mis quand même très longtemps à écrire, je voulais aller jusqu'au bout. Alors, pourquoi à cette époque-là ? Pour répondre complètement à votre question, parce qu'il fallait que ce soit avant les années, la loi qu'a fait voter Gisèle Halimi. En toile de fond liée à l'époque de guerre, on n'est jamais à la guerre, et pourtant la guerre est omniprésente dans votre roman. Elle est là en permanence, elle rôde, elle prend les hommes, elle les renvoie, elle les rejette, abîmés. C'est très fort, y compris, vous commencez à évoquer la guerre d'Algérie de manière très subtile. On sent l'horreur de la guerre dans le quotidien de vos personnages. Oui, c'est quelque chose qui m'est plus proche. Il y avait dans mon entourage familial des hommes qui sont partis à ces guerres-là. Donc c'est quelque chose qui est complètement dans mon environnement, qui est dans mon histoire. Et en plus, j'ai eu l'opportunité un jour, par l'intermédiaire d'un ami, il avait toute la collection, mais une collection gigantesque des Paris Match de l'époque. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu peux me les prêter, vous pouvez me les prêter ? Et il m'en a prêté certains, et je les ai feuilletés, et je me suis rendu compte à quel point ces guerres, Indochine d'abord, Algérie ensuite, étaient présentes, omniprésentes dans la société. Et en plus, la mère de Gilda dit à un moment donné... de toute façon, avec ces hommes qui vont d'une guerre à l'autre, on ne sait plus bien. Et effectivement, 39-45, l'Indochine, l'Algérie, et ainsi de suite. Et donc, effectivement, je pouvais pas ne pas l'évoquer. Mais maintenant, c'est pas un roman sur la guerre ou sur les guerres du tout. Mais ça fait partie du contexte et ça me paraissait important.
On vous connaît féministe, femme engagée, femme libre, passionnée et volontaire. On vous connaît aussi femme de lettres, femme cultivée, femme avide de cinéma et de littérature. Ce qui est frappant en vous lisant, c'est qu'on sent que votre écriture est empreinte de cinéma. Parfois, la construction extrêmement séquencée rappelle du scénario de fiction. Et puis un univers littéraire qui peut faire penser à Virginia Woolf. Alors moi, j'ai envie de vous interroger un peu comme ça sur vos références. Qu'est-ce qui a nourri? Est-ce qu'il y a des auteurs ou des cinéastes qui ont nourri votre écriture et votre imaginaire? Alors oui, incontestablement. Je vous disais tout à l'heure que dans mon bureau et ma maison en général, il y a beaucoup de livres. C'est une maison où il y a beaucoup de livres. Et je ne suis pas la seule de la famille à lire d'ailleurs. Et dans mon bureau, il y a, et je dois dire d'ailleurs, je vais rendre hommage à Mola, parce que ça m'a été offert par Mola, un magnifique portrait, le portrait de Virginia Woolf, le seul qu'on connaisse en fait réellement. Et c'est vrai que je suis très touchée parce que ça fait... j'ai eu quelques retours de lecteurs et effectivement Virginia Woolf a été évoquée à plusieurs reprises. Alors je demande pardon à Virginia Woolf parce que c'est quand même pour moi un auteur gigantesque. Donc voilà, je veux lui très modestement... voilà. Après les auteurs, oui... Il y en a beaucoup. Alors Virginia Woolf, j'ai été une grande fanatique des auteurs français du 19e, je crois tous, et puis aussi avant. Puis moi, je suis de la génération Lagarde et Michat. Hein. Alors voilà, j'ai traversé comme ça la littérature. Et puis, comme c'est une question qu'on m'a posée une fois. Ce matin, j'y pensais et je me disais... Et puis, il y a un livre qui m'est venu, là, tout d'un coup, c'est Une vie de Maupassant. Et j'adore ce personnage de ce roman, de ce très court roman, c'est presque une nouvelle, d'ailleurs, une longue nouvelle. Voilà, cette femme un peu effacée, comme ça, qui... Et, bien sûr, Madame Bovary, Flaubert. Alors, plus que des auteurs, voilà, je pourrais citer des livres. Et... Virginia Woolf, bien sûr, on l'a dit, Flannery O'Connor. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai lu récemment? Alors, j'ai refait un petit peu la liste là, des derniers romans que j'ai lus. J'ai lu Le Chardonneret de Donna Tartt. J'ai lu Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants. J'ai lu La petite communiste qui ne souriait jamais, Lola Lafont. J'ai lu La petite foule de Christine Angot. J'ai lu Dire adieu de Sophie Avon. Grande lectrice, on le disait. Ouais. Et je me suis dit, surtout, ce sont des femmes. C'est pas de ma faute. Ce sont des femmes. Et très récemment, j'ai comment ça s'appelle? Le journal du dimanche. Un jour, en rentrant de Paris, en prenant l'avion, il y avait dans le journal du dimanche, il y avait le palmarès du journal du dimanche. Il y avait 10 titres, 5 essais, 5 romans. Il y avait 8 écrits par des femmes. Alors, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, je peux citer des grands auteurs que je lis aussi, et contemporains, et bien sûr. Mais je crois que ça y est, les femmes ont définitivement trouvé leur place dans la littérature. Et je pense qu'on ne dira plus, on ne précisera plus, c'est écrit par une femme. On dira, c'est tel livre, L'effacement de Pascal de Vambrochy. Et comme je m'appelle Pascal, il y a peut-être des gens qui penseront que c'est un homme. Donc, voilà. Rendez-vous sans doute prochainement alors pour la suite. En tous les cas, pour l'instant, c'est L'effacement de Pascal de Vambrochy aux éditions Passiflore. Je vous remercie et puis je crois que Pascal reste disponible. Bien sûr, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci.